La team, les députés travaillent en Côte d'Ivoire. Je veux dire, les députés de l'opposition travaillent. Ils ne restent pas tranquilles. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'au Parlement, il faut avoir la majorité parlementaire. L'opposition n'a pas la majorité. L'opposition se fera toujours écraser par la majorité. La majorité, c'est celle de M. Alassane Ouattara. Car en trichant les élections, il a pu avoir la majorité. Mais nous allons commencer cette vidéo en écoutant ce que dit le ministre Awa Don Melo. Awa Don Melo dit, en 2011, nous étions seuls. Mais aujourd'hui, c'est votre conviction qui fait que Babo est sorti blanchi. La seule façon de nous protéger, c'est d'être avec les meilleurs. C'est la Russie qui a permis à l'Angola de se libérer. Et vous pouvez acheter le journal Le Carnat déchaîné qui est dans tous les kiosques d'Abidjan aujourd'hui où tout ceci est dit. Pour lire dans sa grande entièreté tout ce qu'a dit le professeur Awa Don Melo. En 2011, nous étions seuls, mais aujourd'hui. En 2011, le PPACI était seul. C'est parce que le PPACI n'avait pas de grands alliés que la France a pu faire ce qu'elle a pu faire. Est-ce que la France se permet cela avec le Mali aujourd'hui? Est-ce qu'elle se permet cela avec le Burkina, le Niger? Est-ce que la France peut même se permettre ça aujourd'hui avec la Centrafrique? Elle a du mal. Donc, aujourd'hui, nous avons les alliés qu'il faut. C'est-à-dire, Awa Don Melo est en train de dire, c'est la Russie qui a permis à l'Angola de se libérer. En réalité, Awa Don Melo met en garde et prévient ceux qui sont au pouvoir. Nous avons des alliés de tête aujourd'hui. Nous avons des grands alliés aujourd'hui. Faites gaffe à ce que vous êtes en train de faire. Ce qui s'est passé en 2025 ne se passera plus si le peuple souverain de Côte d'Ivoire se lève. Si le peuple vote, si le peuple gagne, sa victoire ne sera pas arrachée. Vous n'allez pas aller chercher les forces extérieures pour venir lutter contre les Ivoiriens. Non, je peux vous le dire. Parce que nous aussi, nous nous sommes préparés. Nous avons créé des alliances. Nous nous sommes mis en rang serré avec des partenaires. Quand le moment de défendre la victoire arrivera, nous sommes prêts de défendre cela avec les Ivoiriens, entre Ivoiriens. Mais si vous partez chercher le renfort à l'extérieur, allez chercher les forces extérieures armées pour venir encore nous massacrer comme en 2010, en ce moment-là, vous allez trouver sur votre route un peuple aussi debout. La team, comme autre vidéo ici, je vais vous mettre les députés qui posent des questions fortes, précises à monsieur, aux gens du RHDP qui ont l'habitude de mentir. Parce que les mêmes qui ont menti en nous disant que Ouattara ne sera pas candidat en 2020, ce sont les mêmes qui sont venus nous dire que Ouattara peut être candidat. Les mêmes qui mentent aujourd'hui que la Constitution n'a rien de grave, ce sont les mêmes qui nous diront dans quelques mois que la Constitution avait tout prévu. La team, écoutons cette vidéo. Monsieur le Président, je m'interroge sur l'alinéa 2 de cet article 185 nouveau. Quand on condamne quelqu'un à des peines de prison, je crois également qu'on le condamne à payer des amendes. Alors pourquoi est-ce que ici, celui qui se propose de chercher les moyens pour payer cette amende pécuniaire-là est condamné au même titre que celui-là qui a subi l'infraction? La première concerne l'alinéa 3 de l'article 185 qui dispose que est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions. Cet alinéa 3 est en lien avec le dispositif précédent qui dit est puni des peines prévues à l'article 184 alinéa 2 quiconque par l'un des moyens visés au dit article fait l'apologie de crimes de destruction d'édifices, de vol, des infractions contre le droit des gens, des infractions prévues au chapitre 2 et 3 du présent titre. Donc je vais prendre un exemple très simple. Quelqu'un
s'autorise à faire l'apologie du viol. Il vante les qualités du viol. Et cette personne est arrêtée, jugée et condamnée. Parce que justement le viol est un crime inacceptable. Et il y a quelqu'un, une autre personne qui vient, qui dit, puisqu'elle a été condamnée à payer 500 millions d'amende ou 1 milliard de francs d'amende, je vais, moi, aller collecter de l'argent pour l'aider à payer son amende. Donc ça veut dire, par son attitude, il apporte son soutien à l'apologie du crime fait par l'auteur de cette apologie. C'est ce qui est réprimé. Que la personne condamnée paye son amende, ça peut se comprendre. Mais vous qui n'avez pas fait l'apologie, si vous soutenez celui qui a fait l'apologie dans ce qu'il a fait, et vous collectez de l'argent pour l'aider, eh bien, c'est comme si vous faites également l'apologie de ce crime. Voilà pourquoi cette disposition, qui n'est pas nouvelle et qui existe depuis 1981. Par la suite, nous avons modifié en 2019, mais la modification n'a pas concerné cet alinéa 2, qui est resté tel quel. En 2019, ce que nous avons fait, c'était d'étendre le champ de répression à tous les crimes. Et donc, l'article s'est présenté comme suit, est puni des peines prévues à l'article 184 alinéa-2, quiconque par l'un des moyens visés au dit article fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, de destruction d'édifices, de vol, de crimes contre le droit des gens et des infractions prévues au chapitre 2 et 3 du présent titre. Aujourd'hui, ce que nous vous présentons, c'est de dire que nous avons fait la modification en disant ceci, fait l'apologie de crimes, de destruction d'édifices, de vol, des infractions contre le droit des gens et des infractions prévues autres. C'est-à-dire qu'on a étendu cela à tous les crimes. Ce n'est plus limitatif. Mais nous n'avons pas touché à l'alinéa 2. À ça. Le président a adopté la méthode suivante en disant oui, les préoccupations des Maliens ont été énumérées, nous les connaissons, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'à la fin de la transition, je puisse dire aux Maliens, voici ce que vous avez demandé, voici ce que j'ai pu faire avec mon équipe pendant cette période, voici ce que j'ai commencé, je n'ai pas pu terminer, et voici ce que je n'ai pas commencé. Pour que la nouvelle équipe qui vient n'ait pas à chercher midi à 14h. Elle vient trouver un produit pour continuer à travailler. D'autant plus que la construction d'une nation, je l'ai répété plusieurs fois, c'est l'œuvre de plusieurs générations de dirigeants accumulés qui va faire une nation prospère. Et donc l'équipe qui dirige aujourd'hui, l'héritage qu'elle veut laisser sous la houlette du président, c'est ce dont je venais de vous parler. À partir de ce moment, le gouvernement s'est imposé, disons le président a imposé au gouvernement de régulièrement dire dans les résolutions des assises qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire et qu'est-ce qu'il reste à faire. Et pour un bon contrôle du travail gouvernemental, le président a mis à ses côtés le comité indépendant de suivi et d'évaluation et évaluation des résolutions des assises. Ces explications, tous ceux qui m'écoutent ici comprennent déjà, mais je le dis en direction des Maliens, qu'ils comprennent à quoi
à quel exercice on s'adonne ici. L'exercice d'aujourd'hui, c'est pour voir parmi les résolutions que les Maliens ont demandées en décembre 2021, qu'est-ce que le gouvernement a pu faire et qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire. Et il rend compte au président à travers le comité indépendant de suivi et évaluation, le sincère des assises ANR. Au regard de ce qui vient de nous être présenté, il faut d'abord féliciter nos professeurs, parce qu'en réalité, ils sont là pour nous évaluer. Les membres du gouvernement nous sommes les élèves, ils nous notent, ils présentent la note au professeur qui doit rendre compte au peuple à la fin du mandat, qui est le président. Je voudrais donc dire merci à nos professeurs. Et dès le début, je l'ai dit, la qualité des hommes qui ont été choisis ne souffre d'aucune contestation. Nous venons de voir que de façon objective, sans aucune complaisance, ils nous ont dit clairement, voici ce que vous avez pu faire, voici ce qu'il vous reste à faire. Et les interventions du ministre de la Refondation, à partir desquelles j'ai fait un petit calcul, 300 sur 500 actions, nous avons pratiquement 60% d'actions qui ont soit commencé et terminé, soit sont en cours d'exécution, me semble être une note acceptable. En tout cas, dans les élections, quand tu as 60%, vous pouvez être sûr de passer. Bon, c'est pas toujours comme ça, mais quand on a 6 sur 10, on passe aussi. Donc, on a la note de passage, les membres du gouvernement. C'est la note que les sincères viennent de nous donner. Le président va apprécier parce que c'est lui qui confirme cette note in fine. Cette note, combinée aux réflexions que le ministre de l'Industrie et du Commerce vient de faire, nous permet de regarder très clair devant nous. Vous savez qu'il y a quelques mois, il y a une bourrasque qui était en fait une tempête de vent dans un père d'eau. Lorsque devant les mêmes ministres, devant les mêmes sincères, j'avais expliqué que nous avons travaillé à asseoir les piliers de l'indépendance et de la souveraineté de l'État malien, mais que maintenant il faut qu'on s'occupe des questions économiques. Bien sûr, les gens ont glosé là-dessus, mais quand le président s'est rendu à Caille quelques jours après, il nous a tous mis d'accord. Comme le chef de famille sait le faire, quand les enfants se disputent dans la famille, il vous amène, il vous fait asseoir, il vous dit de bien comprendre. Notre pays est engagé aujourd'hui dans la résolution, parallèlement à ce que nous avons fait jusqu'ici, dans la résolution des problèmes économiques. Mais je voudrais dire à nos citoyens de comprendre, notre pays est en guerre. Parce qu'en réalité, quand on est en guerre, le pays ne peut pas marcher comme en temps normal. Parce que l'essentiel des ressources du pays, au lieu d'aller dans les questions de développement, vont dans les questions de sécurité. Parce que la sécurité, nous l'avons dit, vient avant tout. Aujourd'hui, à Bamako, nous parlons des questions de développement économique et social, ça c'est normal. Mais il y a des coins du pays, je vous assure, où les citoyens cherchent à vivre. Ils cherchent à manger, à boire et dormir et se réveiller sans mourir. C'est des Maliens aussi. Vous savez, quand on fait des débats à Bamako entre nous, il y a telle chose qui manque, ça ne me suffit pas. Et ils vous disent, nous cherchons à vivre. Donc ce que je pense que nous devons faire aujourd'hui, c'est que notre population doit comprendre, on doit avoir le courage de lui expliquer que les difficultés économiques qu'il y a dans certains domaines sont inhérentes à une économie de guerre. Le Mali est l'un des rares pays au monde, je dirais même sinon le seul. Vous avez une armée où on recrute, on forme, on équipe, on fait la guerre et on gagne. Ailleurs, l'armée est préparée avant, la guerre vient, on se met là-dedans. Mais nous, il y a une guerre qui nous a été imposée. Et le peuple a décidé
de mettre l'essentiel, une bonne partie de ses ressources dans ses forces de défense et de sécurité pour se libérer. Cet aspect, souvent, nos citoyens ne le comprennent pas. Il faut bien leur expliquer. Les problèmes économiques, on les résout au fur et à mesure, ce qui est en train d'être fait. Le ministre de l'Industrie et du Commerce vient d'en parler. Quand vous écoutez les comptes rendus journaliers ou bien hebdomadaires du Conseil des ministres, vous vous rendez compte que pratiquement le gouvernement va à 100 à l'heure. Aucune question n'est négligée, tout en ayant dans la conscience que nous devons toujours garder en vue qu'il nous faut imposer d'abord la sécurité et la paix pour pouvoir pleinement donner toutes nos énergies pour les questions de développement économique et social. Et de ce point de vue, je crois que le travail que le Sincère est en train de faire, plus la prise de conscience, je crois, des membres du gouvernement qui doivent surveiller ou être surveillés comme du lait sur le feu par le Sincère, sont de nature à donner beaucoup d'espoir aux Maliens. En tout cas, en vous écoutant, les membres du Sincère d'un côté et les ministres qui ont intervenu, je pense que la combinaison de vos interventions doit donner beaucoup d'espoir aux Maliens. Et c'est avec cet espoir que nous allons vivre. Parce que sans espoir, il n'y a pas de vie. Je dis, les choses les plus importantes qu'on a eues aujourd'hui, souvent on ne les voit pas. C'est la confiance. C'est que les Maliens ont confiance en eux-mêmes. Il y a quelques années, on n'avait même pas d'État. Aujourd'hui, on a confiance. Le travail que vous êtes en train de faire, le gouvernement, est en train de donner de l'espoir aux Maliens. Confiance, espoir. C'est les deux pieds sur lesquels la nation marche pour aller de l'avant. Et je suis convaincu qu'à la fin de cette transition, le président pourra se lever la tête haute et dire aux Maliens, dans ce que vous avez demandé en décembre 2021, avec mon équipe, avec mes collaborateurs, avec les hommes que j'ai mis autour de moi, voici ce que nous avons fait, en toute sincérité. Ça ne serait pas de la communication comme ça, parce que souvent au Mali on communique, après on travaille. On travaille d'abord et il va communiquer. Ce que j'ai pu faire c'est ça, ce que je n'ai pas pu faire, les suivants vont le prendre en charge. Donc vous pouvez être très fiers, mesdames et messieurs les membres du Sincère, vous pouvez être très fiers, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, du travail que vous êtes en train d'abattre. En réalité, ce n'est pas grandiloquent, vous êtes en train de travailler pour l'histoire. Les générations futures un jour vont s'asseoir, se rappeler de ces périodes difficiles. C'est comme quand vous prenez les jeunes Européens maintenant. Il y a beaucoup qui ne se rappellent pas de ce qui est passé chez eux en 1940, 41, 45, où il y a des pays qui ont été complètement détruits. Mais aujourd'hui, ils ont oublié, peut-être certains de vos enfants, vos petits-enfants, vont se rappeler que dans les années 2000, il y avait des équipes, on avait une armée qui a pu redonner la confiance aux Maliens. Et il y a des équipes qui gouvernent, qui ont pu donner l'espoir. C'est les deux combinés qui feront le grand Mali où nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous espérons.